différents statuts juridiques des offices de tourisme, sujet d'actualité, puisque beaucoup d'offices de tourisme vont se transformer d'ici la fin de l'année, suite aux différents événements consécutifs à l'adoption de la loi. Je voudrais articuler mon propos en préalable autour de deux conditions qui permettent de mieux réussir, selon moi, sa structuration touristique. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur un peu un listing des différents statuts, même si je ne serai pas totalement exhaustif sur toutes les formes diverses et variées qui peuvent exister, mais je m'en tiendrai aux formes de statut principaux. Vous pourrez poser vos questions dans le module de conversation tout au long du web séminaire et à la fin de ce web séminaire, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, à ce moment-là, on essaiera d'y répondre un peu ultérieurement. Charlotte, qui suit également le web séminaire depuis la Charente-Maritime, elle, toujours de l'équipe de la MOPA, va pouvoir aussi répondre aux questions ou faire des recherches plus spécifiques si vous en avez. Donc, je vous disais deux conditions essentielles selon moi pour réussir sa structuration touristique. Un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu, mais pour moi, la première condition, c'est le jeu des 5 familles. C'est-à-dire que dans le tourisme, dans les offices de tourisme, pour qu'on s'accorde sur une structuration touristique, il y a 5 grands groupes de 5 grandes familles qui, d'après moi, doivent être cohérents parce qu'elles sont toutes concernées par l'évolution structurelle du tourisme. La première famille, ce sont les élus. Les élus, ils détiennent la clé de la décision. En général, ils cherchent le consensus, mais ils ont beaucoup d'autres dossiers en priorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les territoires qui sont en cours de structuration, on se rend compte qu'alors qu'on est à 7 mois de l'échéance du 1er janvier, on a beaucoup de territoires où les élus ne sont pas allés dans le détail sur la structure de l'office de tourisme, mais on a l'impression que c'est un dossier qui sera traité finalement à l'automne, et donc on ira très très vite pour le traiter. La deuxième famille, ce sont les administrateurs qui, que ce soit un conseil d'administration d'associations, il y en a un certain nombre dans le public, sont investis depuis pas mal d'années, et puis d'un coup, on se dit, tiens, on va passer à un EPIC, ou bien dans le cadre de l'office communautaire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc, même s'ils souhaitent l'évolution de leur structure, ils craignent de perdre du pouvoir, et ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont gagner s'il y a un regroupement. La troisième famille, ce sont les salariés des offices de tourisme. Vous êtes tous, et vos équipes sont toutes motivés, je pense, par la structuration, par le regroupement, parce que c'est des nouveaux challenges, ça peut être de nouvelles possibilités de travaux collectifs, mais ils se demandent souvent quelle sauce ils vont être mangés, et ils souhaiteraient finalement être associés au processus de regroupement. Et puis, dans les salariés, on sent aussi de l'inquiétude, parce que quand il n'y a pas d'information, il y a par définition de l'inquiétude. Mais d'un autre côté, pour que les managers donnent de l'information sur quel type de structure on va avoir demain, il faut que les managers aient eux-mêmes les informations. La quatrième famille, ce sont les techniciens de l'intercommunalité et qui sont totalement très importants parce que les techniciens de l'intercommunalité, ce sont eux, directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints, qui détiennent souvent la clé parce que c'est eux qui préparent les dossiers, qui préparent le dossier de fusion ou de structuration, comme ils préparent les autres dossiers de la nouvelle intercommunalité. Ces techniciens de l'intercommunalité ne savent pas forcément ce que font au jour le jour les offices de tourisme. Ils ne connaissent pas forcément la réalité au quotidien. Et puis, les derniers, ce sont les prestataires touristiques. Les prestataires touristiques, ils se sentent souvent peu concernés par le regroupement des offices de tourisme ou par le nouveau mode de gestion. Pourquoi? Parce que pour eux, l'importance, c'est d'avoir un office de tourisme qui soit dynamique, qui soit performant et qui leur ramène du business. Mais malgré tout, s'ils ne sont pas présents dans le débat, on risque de les voir ressurgir au bout d'un an en disant oui, pendant un an, vous êtes occupé de votre structuration et de votre organisation et on ne vous a pas beaucoup vu sur le terrain.
Donc, du coup, j'arrive pas à passer ma diapo, voilà. Pour réussir sa structuration touristique, il faut qu'on ait les 5 familles qui aillent un peu dans le même sens. Et puis, alors c'est pas du tout scientifique, mais j'ai remarqué qu'il fallait au moins qu'il y ait 3 familles qui soient d'accord, que ce soit par exemple les salariés, les élus et les techniciens d'interco, ou bien les administrateurs, les prestataires et les élus qui soient sur la même longueur d'onde au niveau de toutes les étapes de la structuration et donc le statut pour que ce soit quelque chose qui fonctionne. La deuxième condition, mais qui aujourd'hui est souvent battue en brèche parce que on est pressé par le temps, c'est que le statut de l'office de tourisme, c'est un moyen, c'est pas un but. Et qu'il faudrait construire un projet de développement avant de se poser la question, alors finalement, est-ce qu'on va faire un EPIC ou est-ce qu'on va faire une association? Malheureusement, on risque, dans cette période qui arrive, d'ici le 1er janvier prochain, de se retrouver dans des cas de figure où on décide du statut de façon extrêmement hâtée, extrêmement rapide, sans se préoccuper vraiment du projet de développement touristique. Rappelons qu'au 1er janvier 2017, la compétence tourisme sera communautaire. Donc ce sera vraiment la création d'offices de tourisme est déterminée dans la compétence. Donc quand la loi NOTRe dit promotion d'offices de tourisme, promotion du tourisme, donc création d'offices du tourisme, on entend les quatre fonctions insécables du tourisme, accueil, information, promotion et coordination des prestataires, ainsi que précisé dans le code du tourisme. Il faut différencier deux notions concernant le tourisme, c'est le transfert et la délégation. La commune aura obligatoirement transféré sa compétence à la communauté de communes au 1er janvier 2017. Par contre, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération déléguera la compétence à l'office de tourisme et donc on ne sera pas dans une notion de transfert. Je ne transfère pas ma compétence de tourisme à l'office de tourisme, je délègue une compétence, notamment je délègue par exemple à l'office de tourisme associatif la compétence office de tourisme pour qu'elle l'exerce. Vraiment une différence sémantique mais qui est assez importante à faire. Qui c'est qui décide du statut de l'office de tourisme si on va vraiment dans le dur, si on va vraiment dans le détail? C'est le conseil communautaire qui va décider du statut juridique et des modalités d'organisation de l'office de tourisme. Même dans le cas d'un office de tourisme distinct, tel que ça peut se faire avec des stations classées, ce sera malgré tout le conseil communautaire qui sera en première ligne parce que c'est lui qui va décider, le Code du tourisme le prévoit dans son article 133.2. Qui c'est donc qui décide du statut de hôtel? Le même office de tourisme explique, le même article du Code du tourisme explique que par défaut, le statut de l'office de tourisme est le statut de l'EPIC, puisque l'article L133.2, dans sa suite, dit « Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L133.4 à L133.10 lui sont applicables. » Ce qui veut dire que le législateur, depuis ces dernières années, depuis la parution du Code du tourisme, a vraiment décidé que le statut par défaut était l'EPIC. Avec un rôle précis, accueil, information, promotion des touristes, ainsi que promotion touristique de la commune, en coordination avec le CDT ou le CRT, et il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Ça, tous les statuts d'office de tourisme juridique, tout office de tourisme aura au moins ça dans ses statuts. Et puis, il a, vous le savez, d'autres missions qui sont facultatives, je rappelle toujours cet article-là. Il peut être chargé par le conseil municipal de toute ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, exploitation d'installations touristiques, études, animation de loisirs, etc. Alors à partir de là, il faut regarder, et on va aller dans le vif du sujet, après cette légère introduction, est-ce qu'on aura des offices de tourisme de droit public ou de droit privé? Et donc, je suis parti avec cette
division où je vais parler en gestion intégrée, c'est-à-dire gestion publique, là où la collectivité a la main, de l'EPIC, des régies et des sociétés publiques locales. Et puis ensuite, je vais parler de la gestion déléguée, de l'association de loi 1901 et de la société d'économie mixte locale, sachant, comme je le disais, il y a d'autres statuts d'office de tourisme, notamment les sociétés coopératives d'intérêt collectif, par exemple, que je n'ai pas abordées parce qu'aujourd'hui, elles sont quasiment inexistantes. Là, je prends les 4 statuts, les 5 statuts, EPIC, Régie, SPL, Association, SM, qui sont les plus fréquentes. Et nous saluons l'arrivée de Boilem de Sarlat, bonjour Boilem, qui vient de rejoindre le web séminaire. On attaque avec l'EPIC, que vous êtes nombreux à connaître, donc un établissement public, industriel et commercial. Particularité, c'est que le statut est de droit public et l'activité est de droit privé. Particularité 2, c'est qu'il y a obligatoirement un directeur, ce qui n'est pas le cas dans tous les offices de tourisme, c'est loin de là. Par contre, le directeur, il a un contrat de 3 ans, contrat de 3 ans qui est renouvelable une fois et qui, au bout de la deuxième fois, c'est-à-dire après 6 ans de contrat de directeur dans la même structure, on passe en contrat à durée indéterminée. C'est vraiment l'EPIC une volonté de garder une maîtrise publique sur les missions touristiques de la communauté de communes, puisque les élus sont majoritaires au comité de direction et que le budget, il est également voté par le conseil communautaire. Donc là-dessus, l'EPIC, on a vraiment cette volonté municipale d'être dessus. Ça vient d'ailleurs de l'histoire. Et c'est intéressant de se rappeler que l'EPIC est vraiment la forme historique statutaire des offices municipaux de tourisme. En 1964, les offices du tourisme étaient plutôt des syndicats d'initiative majoritairement, mais dans les stations classées, on a promulgué une loi concernant les stations classées et on y a défini la notion d'office municipal du tourisme, l'OMT. Ces offices du tourisme étaient obligatoirement des EPIC. Et d'ailleurs, beaucoup d'offices de tourisme de stations qui sont en EPIC sont historiquement issus de cette loi. Jusqu'en 2004, d'ailleurs, on ne pouvait pas faire d'EPIC en dehors des stations classées. C'était vraiment un outil municipal puisque les membres du comité de direction étaient nommés par le maire, le directeur était là pour 2 ans, reconduit de façon tacite, et donc et en plus son statut faisait qu'il était sur la liste fonctionnelle comme les emplois de cabinet. Donc vraiment l'EPIC au départ, on était sur un outil vraiment stratégique pour des communes touristiques. En 1992, c'est là que la loi Mouly préconise l'office de tourisme comme inscrit dans la loi, dans le marbre. C'est pour la première fois que la collectivité est reconnue comme l'outil qui crée l'office de tourisme, et c'est depuis là que l'office de tourisme est totalement officiel sur l'ensemble du territoire en dehors des stations classées. Mais majoritairement, en 1992, on dit c'est plutôt l'association, puisque la possibilité de création d'un EPIC reste limitée aux stations classées, aux communes du littoral. En 2004, la loi sur les responsabilités locales inverse la tendance, puisque dans l'esprit du législateur, et c'est le cas, l'office de tourisme est par défaut un EPIC, et donc aujourd'hui, par défaut, l'office de tourisme est un EPIC. Le directeur et le comptable d'un EPIC sont de droit public, le personnel est de droit privé. C'est vraiment une particularité. Quand on parle du comptable, c'est si on a un comptable appointé, très fréquemment, c'est directement le receveur qui fait office, le receveur local qui fait office de comptable. La fiscalité est privée, mais la comptabilité est publique. C'est là qu'on a cette fameuse comptabilité M4, une forme de comptabilité dérivée de la comptabilité M14, de la comptabilité des collectivités, mais une forme de comptabilité qui ne s'applique qu'aux EPIC. Et en plus, l'EPIC, il est obligatoirement consulté dès que sur le territoire, il y a un projet de développement touristique. Très important, l'EPIC perçoit directement la taxe de séjour, et donc on va y revenir, ça peut être un atout, mais dans le contexte actuel, des fois, ça peut être une difficulté pour les élus. Le budget et les comptes de l'EPIC sont soumis au conseil municipal ou communautaire, ce sera communautaire à partir du 1er janvier,
Et en plus, l'EPIC, il peut faire plein d'activités en plus de ses missions de base. On le voit, à Saint-Jean-de-Luz, il gère un restaurant, à Hendaye, une station de voile, à Saint-Palais, un camping. Voilà. Donc, on a vraiment des formes d'activités diverses pour un EPIC. Il peut également déléguer l'accueil. Je connais peu de cas de figure, mais c'est dans les textes. L'accueil peut être délégué dans un bureau d'information touristique sur une collectivité locale. Donc, dans le cas des offices de tourisme distincts, la disposition pour laquelle l'EPIC perçoit directement la taxe de séjour pose question sur le circuit de cette taxe de séjour. Je vous explique mon raisonnement. Le cas de figure numéro 1, quand on a des stations classées sur le territoire, c'est que on a, imaginons une communauté de communes, comme par exemple la communauté de communes Sud Pays Basque, qui a décidé qu'il y aurait un office de tourisme communautaire et un office de tourisme distinct en Hendaye. La taxe de séjour est communautaire, puisqu'elle a été tout transférée au niveau communautaire, aucune commune s'est opposée. La perception est communautaire, et donc, comme l'office de tourisme d'Hendaye distinct est un EPIC, il y aura un reversement de la part communale de la taxe de séjour au budget de l'office de tourisme distinct. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est la taxe de séjour reste communale. Imaginons que la commune d'Hendaye en question se soit opposée à ce qu'il y ait un transfert de la perception de la taxe de séjour au niveau global, puisqu'elle peut le faire. La perception est communale et logiquement, il faudrait que la commune reverse la taxe de séjour au budget de l'EPIC, puisque un EPIC sur un territoire a directement dans ses comptes la taxe de séjour. La question qui se pose, c'est qu'il y a une contradiction de texte, puisque d'un côté, s'il y a perception de la taxe de séjour, c'est à verser au budget de l'EPIC, et d'un autre côté, une commune n'ayant plus la compétence tourisme, elle ne peut pas subventionner un office de tourisme, elle ne peut pas financer un office de tourisme. Et donc là-dessus, c'est un texte qui sera sans doute à préciser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans la réflexion sur les structures des offices de tourisme un certain nombre de territoires qui se détachent de l'EPIC pour mieux gérer, ou pour gérer plus facilement ce problème de taxe de séjour. Et donc, ils prennent ils vont vers d'autres formes juridiques d'office de tourisme. Alors, les avantages de l'EPIC pour un office de tourisme. Un, c'est la maîtrise totale de la collectivité sur la gestion de l'office de tourisme, ce qui peut être important pour les élus. Deuxièmement, c'est un statut qui est extrêmement adapté à la vie de l'office de tourisme, puisque c'est le statut par défaut. Donc, du coup, ça marche bien avec plein de métiers que nous avons. La compta est publique, certes, donc certaines obligations, mais la gestion est privée, ce qui permet d'être dans le domaine concurrentiel. Les limites de l'EPIC, c'est que l'administration est complexe et qu'il y a de nombreux actes administratifs, une liste de prix à établir, une délégation à faire, etc., nécessite très souvent de délibérer au comité de direction et d'avoir des actes administratifs. Ce qui fait qu'on peut dire que l'EPIC n'est pas forcément adapté aux très petites structures et aux structures qui n'ont pas d'activité commerciale. Ce n'est pas forcément le plus intéressant par rapport à ça. Deuxième type de statut qu'on va regarder, ce sont les régies. Alors, les régies, on a en fait une entrée à on a un tableau à 4 entrées. Ce que les régies peuvent gérer à la fois un SPIC, un service public industriel et commercial, et elles peuvent gérer un SPA, qui est un service public administratif. Et ensuite, les régies sont de formes différentes. On va commencer par les régies en SPIC, et ensuite on fera les régies en SPA. Les régies qui gèrent des services publics industriels et commerciaux. En fait, il s'agit à peu près d'un EPIC à quelques différences près. La différence fondamentale, c'est le contrat du directeur, qui n'est pas... il n'y a pas obligation que le directeur soit là pour 3 ans. Ça peut être un directeur dans une régie en SPIC qui gère d'autres choses par ailleurs. Ça peut être par exemple, le directeur peut être par exemple le DGS de la collectivité ou un DGA. Alors que dans l'EPIC, on a un directeur avec responsabilité qui ordonne le budget, qui recrute le personnel, qui représente la structure. Donc là, c'est différent.
Il y a dans le cadre de l'EPIC une indépendance hiérarchique de la collectivité pour le directeur et un contrat de 3 ans. Ça, c'est extrêmement important puisque même si souvent il y a une question, ça peut poser question, il y a vraiment une indépendance logique du directeur de l'office de tourisme. Dans une régie en SPIC, ça peut être un fonctionnaire et donc, du coup, il peut y avoir une dépendance hiérarchique avec le directeur général des services de la collectivité. Tout dépend de la forme de la régie. EPIC, on l'a dit tout à l'heure, la taxe de séjour est obligatoirement versée au budget de l'EPIC, alors que dans le cas de la régie, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de reversement obligatoire de la taxe de séjour. La taxe de séjour fera partie de la subvention. Des régies qui gèrent le SPIC, par exemple, il y a l'Office du tourisme au cœur de bassin, dont Emmanuelle, la directrice, est présente sur ce website. En fait, il a été créé avant 2004, et donc à l'époque, on ne pouvait pas créer des pics intercommunaux. Et puis on a par exemple, où je me trouve, l'Office de tourisme d'Arcachon, qui gère des activités multiples, culture, congrès et tourisme. Voilà pour les régies qui gèrent un service public industriel et commercial. En gros, c'est la même chose qu'un EPIC avec la particularité qu'il n'y a pas l'indépendance et le contrat spécifique de directeur. Les régies qui gèrent un SPAT, c'est-à-dire un service public administratif. Alors, qu'est-ce qu'un service public administratif pour être bien clair avec ça? C'est la forme prédominante de tous les services publics, sauf que lorsqu'il y a une activité de vente ou de production de biens ou d'une prestation de service, donc, c'est-à-dire que si vous avez dans un office de tourisme une régie publicitaire, une boutique, à ce moment-là, on ne sera pas dans un service public administratif. Les seules ventes perçues, les seules ressources viennent de redevances perçues sur les usagers du service. Et donc, c'est que là-dessus, un service public administratif va pouvoir vendre, par exemple, faire de la billetterie pour des habitants locaux, sans prendre de marge, vendre des cartes postales, puisque à prix coûtant, c'est quasiment un service rendu aux usagers. Par contre, on n'est pas sur un modèle économique où on cherche à gagner de l'argent. Et puis, on voit qu'on n'est plus un service public administratif lorsqu'on a une organisation qui est proche de celle d'une entreprise de droit privé. Et là, on penchera pour le SPIC. Donc, en quoi est utile une régie qui gère un service public administratif? C'est uniquement utile si l'office de tourisme n'a pas d'activité commerciale et gère juste le service public. Mais malgré tout, il y a un point extrêmement important à voir, c'est que dans une régie qui gère un service public administratif, le personnel est de droit public. Personnel de droit public dit qu'il peut être très vite CDI de droit public, ou voire passer les concours et être titulaire. Donc le jour où la régie en service public administratif va vouloir se développer et commencer à vendre des produits, à faire du business, ça va être difficile de retransférer le personnel pour qu'il redevienne de droit privé. En plus, on est sur une convention, on n'est pas sur la convention collective des organismes de tourisme, donc du coup, on est sur une culture un peu différente au niveau du personnel. La comptabilité est publique et il n'y a pas d'autofinancement dans un service public administratif. Si c'est de la vente destinée à apporter un service à l'usager, je reprends toujours mon exemple de carte postale. On peut toujours vendre une carte postale à un usager, mais on n'est pas là pour faire du bénéfice. Question, une fois qu'on a vu les deux types de services qui peuvent être gérés par une régie, on va s'intéresser au type de régie. C'est-à-dire, il y a une différence, et c'est là les entrées multiples, entre le type de régie et ce qu'elle gère. On a trois types de régie, la régie simple, la régie autonome et la régie personnalisée. La régie simple, c'est en fait lorsque l'office de tourisme est un service de la collectivité. C'est le cas, par exemple, dans un certain nombre d'offices de tourisme aujourd'hui, comme le pays des Bastides. C'est un budget annexe uniquement si on gère un service public industriel et commercial. C'est le conseil communautaire qui prend toute décision. Donc, il n'y a pas d'organe délibérant, donc on ne peut pas associer les professionnels. Et donc, logiquement, une régie simple ne pourrait pas obtenir le classement office de tourisme dans le sens où il n'y a pas d'organe délibérant, où les acteurs du tourisme
représentant les activités du territoire serait représenté. Donc, logiquement, la régie simple ne correspond pas vraiment à l'avis de l'Office de tourisme. La forme majoritaire que l'on voit, c'est la régie autonome. La régie autonome, elle est dotée d'une simple autonomie financière, c'est-à-dire qu'on a un budget propre qui est différent de celui de la collectivité et qui est consolidé. Malgré tout, elle est votée, le budget est voté aussi par le conseil communautaire, mais il existe en plus un organe délibérant qui est le conseil d'exploitation dans le cas où la régie gère un service public administratif ou un conseil d'administration, dans le cas où la régie gère un service public industriel et commercial. La régie autonome est la forme la plus courante dans les régies gérant un service public administratif. Et enfin, mais on en a beaucoup moins, c'est la régie personnalisée qui dispose, elle, de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Elle a un budget propre et peut, par exemple, acter en justice. Elle peut être propriétaire de son bâtiment. Il y a un conseil d'administration. Alors, quel intérêt d'avoir une régie qui est un établissement public et administratif qui a la personnalité morale? On peut se poser la question. Dans le cadre d'une régie en SPIC, si elle a la personnalité morale, de façon générale, on est passé à l'établissement public industriel et commercial et donc à l'EPIC. Donc, ce qui est le plus courant, ce sont malgré tout les régies autonomes qui gèrent des spas. C'est ce qu'on retrouve de plus courant dans le réseau. Voilà pour la régie. Troisième cas de figure, alors quel avantage de la régie? Elle est adoptée en fonctionnement de service public pour les régies qui gèrent un spa. Elle permet d'éviter le reversement automatique de la taxe de séjour pour les régies en SPIC. Les limites de la régie, le personnel est de droit public. Ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas un farouche partisan. Je pense que le statut, le manque de possibilités de formation continue sont peu adaptés à la réalité des offices de tourisme aujourd'hui, sont peu adaptés à l'évolution de nos métiers. On va changer encore 10 fois de... Quelqu'un qui rentre dans un office de tourisme aujourd'hui, il va pouvoir changer près d'une dizaine de fois de métier jusqu'à ce qu'il arrête de travailler. Donc, quand on a un statut de la fonction publique territoriale, on n'est pas vraiment dans cette culture. Il y a une certaine complexité administrative, et pour les régies en SPIC, on est quand même sur une pâle copie de l'EPIC. Il faut vraiment avoir un argument particulier pour pouvoir, pour directement aller sur le SPIC plutôt que sur l'EPIC. Je bois un peu. Merci. Donc, troisième forme juridique, la société publique locale. Donc, les SPL sont pas vieilles, puisque ça date de 2010. C'est des sociétés de type société anonyme, mais dont le capital est détenu à 100% par les collectivités. Ce qui est quelque chose de vraiment nouveau et qui est une bonne adaptation du droit européen, parce que les autres pays de l'Union européenne ne se gênent pas du tout pour avoir des entreprises publiques qui ont donc un capital géré par les collectivités. Elle a des avantages, la société publique locale, parce qu'elle permet par exemple d'associer des collectivités de niveau territorial différents. Une communauté de communes plus une commune par exemple. À Brive, l'office de tourisme est en société publique locale, enfin une partie de l'office de tourisme, qui a permis d'associer la commune pour le festival, qui est géré par l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde, et la communauté d'agglomération qui a la compétence tourisme. Et donc on peut avoir ces exemples-là, c'est la même chose d'un voyage à Nantes, où la ville de Nantes est actionnaire de la SPL. Elle permet aussi la relation in-house. Vous remarquerez l'accent. Qu'est-ce que la relation in-house? C'est une relation qui est définie entre la collectivité et la SPL et qui permet une absence de mise en concurrence. Logiquement, pour gérer le Palais des Congrès, la collectivité doit faire un appel d'offres pour une mise en concurrence. Si elle dispose d'une SPL, la relation in-house, qui est là aussi sortie du droit européen, permet que ça reste dans la maison, c'est-à-dire que ce soit géré par une entreprise dépendante de la collectivité. Mais malgré tout, dans une SPL, il y a une maîtrise totale de la gestion de l'office de tourisme. Les limites de la SPL, c'est que les SPL sont assujettis à l'impôt sur les sociétés et leurs dépenses et recettes, les subventions donc à la TVA.
Et les SPL sont également redevables de la contribution économique territoriale. Donc, du coup, une SPL qui n'aurait pas vraiment une part très importante d'activité commerciale aurait peu d'intérêt à ce statut, notamment parce que les subventions seraient directement fiscalisées. La question aussi se pose dans la SPL sur la représentation des professionnels, puisque dans une SPL, il y a un conseil d'administration qui est au démarrage composé uniquement des actionnaires. Les actionnaires d'une société publique locale sont uniquement les collectivités. Donc, on ne voyait pas la représentation des professionnels. Les premiers offices de tourisme en société publique locale ont donc créé des conseils consultatifs un peu à l'écart du conseil d'administration dans lequel ils intégraient les professionnels. Et puis, en août dernier, le 8 août 2015, l'article R133-19 a été complété d'un article R133-19.1 dans le Code du tourisme, article que vous connaissez tous par cœur, qui dit que par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une SPL, dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs. Donc, lorsqu'on fait une SPL, on peut intégrer des professionnels, ou bien au sein du directoire, du conseil d'administration, donc avec voix délibérative, ou bien alors dans un comité technique qui est joint, qui travaille à côté du directoire. La seule différence, c'est que des juristes pensent que si les administrateurs représentant les professionnels siègent au sein du directoire, cela peut remettre en question la relation in-house, notamment le fait qu'on puisse confier à la SPL de la gestion de l'équipement sans passer par un appel d'offres public. Voilà la seule différence. Mais donc maintenant, les professionnels sont bien représentés au sein de la SPL. Alors, pas mal de sociétés publiques locales, il y en a pas mal qui se créent. L'Office de tourisme de l'île de Ré dernièrement, l'Office de tourisme de Tours qui a été un des premiers. Je parlais de Brive-la-Gaillarde, mais également du Voyage à Nantes qui est une grosse SPL. J'ai vu qu'à Nîmes, l'Office de tourisme rejoignait une SPL plus large. La tendance est vraiment d'avoir des sociétés publiques locales qui ne s'occupent pas forcément uniquement à 100% de l'office de tourisme, mais ont un panel d'activités vraiment beaucoup plus large. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les SPL, qui est encore un statut nouveau, les SPL, comme les SEM, ont une fédération extrêmement dynamique, où se retrouvent d'ailleurs les offices de tourisme constitués en SPL, et ce sont des organismes qui sont vraiment beaucoup plus tournés vers l'entrepreneuriat actuellement et qui se développent pas mal au niveau national. Voilà pour les offices de tourisme de forme publique. Si on parle des formes juridiques des offices de tourisme privés, j'en aurai deux. La première, c'est l'association de 1901 et la deuxième, c'est la société d'économie mixte. L'association de 1901, on le connaît puisqu'on a pour nous 60% des offices de tourisme qui sont associatifs, 75% au niveau national. C'est vraiment un choix clair de gestion déléguée. Mais attention, les élus doivent respecter l'autonomie financière de la collectivité, de l'autonomie juridique de l'association pour ne pas être soumis, pour ne pas être qualifié de gestion transparente. Alors, qu'est-ce que la gestion transparente? C'est le fait qu'une collectivité confie à un organisme tiers la gestion d'un service ou d'un équipement et qu'en même temps, elle a un contrôle sur cet organisme tiers. Quel contrôle le juge examine, quel point il examine prioritairement? Ils sont au nombre de 3 en termes de contrôle de la collectivité sur l'association. Le premier, c'est le fait qu'il y a une maîtrise des décisions, c'est-à-dire que dans l'exécutif de l'association siègent des élus de la collectivité qui financent principalement. En gros, si le président
et le maire, le président de l'association et le président de la communauté de communes, ça peut poser un problème. Le deuxième aspect qui est regardé, c'est si majoritairement les financements viennent de la collectivité. Et le troisième point vient du fait de savoir s'il y a un lien hiérarchique entre le personnel, entre la collectivité et le personnel qui travaille dans l'association. C'est notamment le cas lorsque le personnel mis à disposition est mis à disposition de la collectivité. Si ces trois cas de figure sont regroupés, à ce moment-là, on est dans une association transparente qui peut être requalifiée par le juge. Mais s'il n'y a qu'un élément ou deux qui sont retenus, il y a des remarques très fréquemment, malgré tout, de la Cour des comptes. Donc ça veut dire qu'il faut être très attentif à ça. Et il y a un cas particulier pour les comités départementaux du tourisme, Boilem, je vois que tu poses la question, c'est que les comités départementaux du tourisme sont inscrits dans le Code du tourisme comme une association satellite du conseil départemental, donc pouvant être présidés, financés, avec du personnel mis à disposition par le département. Et là-dessus, on ne parle pas de transparence puisque c'est prévu dans la loi. Par contre, ce n'est pas prévu du tout pour les offices de tourisme. Bien noter que la relation entre la collectivité locale et l'association doit être très transparente également, doit être très calée. En 2014, il y a une nouvelle loi qui est parue, la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui clarifie un certain nombre de choses dans la relation entre la collectivité et les associations. Il faut notamment que chaque association, qu'on bénéficie d'une convention cadre qui définit les grandes orientations de la collectivité pour l'exécution des missions touristiques, fixe les caractéristiques du service. Cette convention, logiquement, elle doit être rédigée par la collectivité. La grande question qui se pose fréquemment, c'est que comme c'est l'office de tourisme qui a le savoir-faire, la collectivité demande à l'office de tourisme de proposer une convention. On peut s'en offusquer. Pour moi, je trouve que c'est finalement assez intéressant pour l'office de tourisme qui va pouvoir, disons, suggérer à la collectivité la politique qui va être mise en œuvre. Cette convention est extrêmement importante parce qu'elle fixe vraiment un cadre précis et elle est complétée par une convention annuelle qui est une convention de moyens qui est élaborée chaque année et qui va parler des moyens octroyés, mais également des actions qui vont être mises en place par l'Office de tourisme chaque année. Voilà. Ça, c'est la convention de moyens. Pourquoi une association pour un office de tourisme? Alors, l'adaptation de la gouvernance est extrêmement facile et elle peut être adaptée au projet de l'office de tourisme. On peut dire que si on veut que ce soit plutôt les équipements culturels qui soient représentés ou les commerçants, c'est possible. Il y a une souplesse de fonctionnement également dans l'association, mais qui garantit une gestion rigoureuse. Si on se donne les moyens de cette gestion rigoureuse, on a des commissaires aux comptes, on a des obligations qui sont les mêmes que pour la gestion publique. Donc, si l'association s'en donne les moyens, il y a des gestions totalement rigoureuses avec un fonctionnement assez souple. Et puis, pour les offices de tourisme distincts, dans le cadre des stations classées, ça peut être une possibilité de meilleure représentation communale. Prenons un exemple, l'office de tourisme de Bayonne demain veut rester distinct, il est en association aujourd'hui. Donc, du coup, les représentants élus au conseil d'administration de l'association seront des représentants de la communauté d'agglomération, de l'établissement public de coopération intercommunale. Par contre, on peut imaginer que dans un autre collège, on ait des représentants de la commune qui siègent au titre de l'intérêt local ou au titre de la représentation de l'offre locale. Donc, ça permet de rééquilibrer la représentation des élus. Ces élus communaux qui siégeraient au conseil d'administration ne seraient pas concernés par la gestion dite transparente dans le sens où la commune ne financerait plus directement l'office de tourisme. Donc du coup, ça peut être une combine, mais disons un moyen de s'assurer d'une représentation commune. La principale limite que je vois à l'association et qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est quand l'indépendance de l'association est mal vécue par la collectivité. Vous avez des offices de tourisme qui marchent superbement et puis d'un coup, un DGS, un nouvel élu, une nouvelle équipe municipale disent « ouais, mais on ne contrôle pas ». La directrice ou le directeur, ils sont trop indépendants, le président
il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, du coup, ben, s'il y a une perte de confiance, ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile et on peut se retrouver très vite à un changement de statut. Donc, c'est la limite de l'association parce que c'est justement une gestion déléguée et que c'est pas directement une gestion directe comme on pourrait avoir dans une forme publique. Enfin, la société d'économie mixte qui associe des collectivités publiques et une ou plusieurs personnes privées, il faut que les actionnaires privés détiennent au moins 15% du capital, mais détiennent moins de 50%, 51% minimum pour les collectivités publiques et 15% minimum pour les actionnaires privés. En général, les actionnaires privés sont des banques, sont des prestataires touristiques, des lieux de visite, des grands comptes. Le représentant de l'État a vu sur l'ensemble des délibérations et des comptes, qui peut saisir la Chambre régionale des comptes. Donc, du coup, on est à la fois dans un système de société anonyme, mais qui est extrêmement contrôlé. La comptabilité est une comptabilité privée, le personnel est un personnel de droit privé. Dans quel cas c'est intéressant d'avoir une société d'économie mixte locale? C'est notamment quand l'office de tourisme est gestionnaire d'équipements. Parce que ça peut permettre d'avoir un capital pour gérer et puis développer ces équipements. C'est en général uniquement dans ces cas-là qu'on a créé des sociétés d'économie mixte. Les avantages, une gestion totalement privée, un capital qui permet le développement de nouvelles activités, ça c'est important. Les limites, c'est que c'est uniquement adapté à un office qui gère des équipements ou qui conduit des actions d'investissement. Sinon, c'est surdimensionné pour uniquement les activités de service d'un office de tourisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve en région LPC avec uniquement 3% de SEM parce que, évidemment, ce n'est pas l'outil le plus adéquat et donc, par définition, le plus répandu. Donc, du coup, si on fait, j'espère que vous voyez à peu près, si on fait un résumé, d'abord pour les offices de tourisme de droit public, donc EPIC, Régie ou SPL, la fiscalité, elle sera privée dans le cadre d'un EPIC, dans le cadre d'un SPIC et dans le cadre d'une société publique locale, hein, donc où on aura vraiment une comptabilité, une fiscalité privée. L'organe délibérant, ce sera le comité de direction avec des élus majoritaires pour un EPIC, un conseil d'administration, un conseil d'exploitation dans les régies avec des élus majoritaires, et puis pour la SPL, ce seront 100% d'élus. Le représentant légal va être le directeur pour l'EPIC, la régie en SPIC, ce sera le président pour la régie en SPA, et ce sera le président, directeur général ou le directeur pour la SPL. L'ordonnateur, même chose, directeur dans le cadre de l'EPIC et du SPIC ou bien dans le cadre de la SPL, mais par contre, dans le cadre d'une région SPA, ce sont les présidents. Le comptable, c'est le trésorier principal dès qu'on est public, et puis en SPL, c'est le président ou le directeur. Qui c'est qui recrute le personnel? C'est le directeur, et là il y a le directeur, et dans le cadre d'une SPA, c'est le directeur, mais après avis du président. Et dans le cadre d'une SPL, c'est le président ou le directeur. Il n'y a que dans le cadre de l'EPIC où la taxe de séjour est affectée directement au budget de l'office de tourisme. Dans le cadre des gestions déléguées, l'association, la fiscalité est privée pour une association privée pour une société d'économie mixte, un conseil d'administration avec des élus minoritaires pour une association majoritaire pour une SEM, le représentant légal et le président dans l'association, c'est le directeur dans une SEM, le service comptable de la structure est comptable, le personnel est recruté par le président dans une association et par le directeur dans une SEM, et enfin, la taxe de séjour n'est pas affectée directement au budget. Je vous remercie de votre attention pendant ces 45 minutes de présentation. J'espère que j'ai été clair. Je vais aller regarder les questions que vous avez posées, mais qui ont déjà été peut-être répondues. Alors, du coup, oui, puisque Charlotte a bien travaillé pendant ce temps. Emmanuel qui demandait
une communauté de communes peut-elle percevoir la taxe de séjour en plein lieu de quelques communes et non sur tout le territoire? Donc la réponse est le PCI qui désire d'instaurer la TS l'aperçoit par défaut sur le territoire des communes où la taxe n'est pas déjà instaurée et si les communes ne produisent pas de délibération contraire à la perception de la taxe par le PCI. Il ne peut en revanche pas y avoir de zone blanche si la taxe est perçue par le PCI, soit elle est perçue par la commune, on ne peut pas diviser territorialement la perception. Pauline qui disait question du directeur d'EPIC, il y a eu plusieurs cas récemment de directeurs qui ont pu obtenir le CDI. Il me semblait que la collectivité du futur directeur avait la possibilité de délibérer avant la création de l'EPIC pour le nommer en CDI. Est-ce vraiment possible? Alors là-dessus, pas de réponse possible, pas de réponse à mon sens. Oui, je me rappelle maintenant. Dans les cas de transfert de personnel, en fait, on ne délibère pas, c'est-à-dire que lorsqu'on a un directeur d'association qui devient directeur d'EPIC, il y a un certain nombre de cas, il y a des juristes qui pensent qu'on peut faire un passage en CDI direct à ce niveau-là, et que donc il peut y avoir directement un CDI. Ces premières initiatives qui ont été prises, c'est-à-dire d'avoir une suite de contrats, n'ont pas été encore confirmées par les tribunaux. Mais semble logique, puisque pour les autres, maintenant que le CDI est possible pour les directeurs d'EPIC, on rejoint la loi nationale et donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être possible. Joël qui demandait si le PCI décide de créer un EPIC, donc si la communauté d'agglomération de communes décide de créer un EPIC et que des communes se sont déjà opposées à la perception de la TS par le PCI, est-ce que l'EPIC qui a sa fiscalité propre prend le pas sur cette décision de commune? Ben non. Dans le cas d'un EPIC, l'ensemble des communes membres du groupement doit alors reverser l'intégralité des produits de TS à cet EPIC, sauf que dans le cadre de la loi NOTRe, on a un petit problème de texte, puisque ce que j'expliquais, Joël, c'est que si la taxe elle est perçue au niveau communautaire, à ce moment-là, on va prendre la part de Seignos et on va la reverser à l'office de tourisme distinct de Seignos. Si la commune de Seignos est opposée à ce qu'on transfère la perception et que l'office de tourisme de Seignos est un office de tourisme distinct à un EPIC, se pose le problème qui n'a pas été encore résolu, mais qui sera résolu, c'est comment la commune de Seignos peut reverser au budget de l'office de tourisme en EPIC de Seignos cette taxe de séjour, dans le sens où, n'ayant plus la compétence tourisme, la commune de Seignos ne pourrait plus financer des actions touristiques. Boilem, une régie simple ne peut pas en droit être notée, mais dans les faits, il existe de nombreux cas. N'y a-t-il pas la matière pour le relais territorial à travailler avec les services de contrôle de l'égalité des préfectures et des sous-préfectures? Tout à fait. C'est le cas notamment en Dordogne, parce qu'on a énormément en Dordogne de régies qui n'ont pas d'organes délibérants où sont représentés où seraient représentés les professionnels. Et aujourd'hui, dans la forme même de l'office de tourisme, ça pose un problème. Je pense que ce sera un travail à faire après le 1er janvier, une fois qu'on aura eu cette période de structuration, de manière à ce qu'on puisse mobiliser un peu plus des services préfectoraux et les élus aussi autour de cette problématique. Une des difficultés fréquentes, c'est que les collectivités ne consultent pas leurs OT ni les RT pour faire le choix comment changer la donne. Alors, plusieurs possibilités. Il y a une réunion vendredi organisée par le G12 à laquelle nous participons, Boilem et moi-même, pour parler de l'impact de la loi NOTRe sur le tourisme et dire au DGS, ben, écoutez, vous avez intérêt à travailler en binôme parce que si vous vous privez de la compétence technique des directeurs d'office de tourisme, vous risquez d'aller dans le mur ou de faire des bêtises. Et puis c'est aussi de beaucoup... Pour moi, par exemple, avec des collègues au Pays Basque, on a travaillé sur une note à communiquer aux élus, une note technique pour dire, ben voilà, vous faites le choix que vous voulez, mais nous, on peut vous dire les conséquences qu'auront tel ou tel choix. Je crois que l'idée, c'est vraiment d'apporter à l'élu, non pas, voilà comment nous, on aimerait que ce soit fait, mais si vous faites un EPIC, voilà la conséquence, une association, voilà la conséquence, une SPL, voilà la compétence. Est-ce qu'on peut déléguer une seule compétence accueil, infopromotion en service public, c'est ça, un service public, et commercialisé en asso?
c'est compliqué parce que la commercialisation des produits touristiques est une compétence déléguée de façon optionnelle par la collectivité. Alors, elle peut bien être déléguée à une association, mais à ce moment-là, il faudra voir en quoi cette association est reconnue organisme local de tourisme alors qu'il y a un office de tourisme à côté. Ça ne me semble pas impossible, mais pas logique en tout cas. Sur quel point les directeurs d'EPIC doivent se référer au comité de direction? Dans un EPIC, le trésorier principal est-il obligé d'assurer la comptabilité? Donc les directeurs d'EPIC passent par le comité de direction pour tout ce qui ne relève pas directement de la responsabilité, c'est-à-dire en dehors du recrutement, du fait d'ordonner le budget. Donc ils s'en réfèrent pour voter le budget, pour voter un certain nombre de délibérations. Sur le trésorier principal, non, c'est pas le trésorier principal qui est obligé d'assurer la comptabilité. On connaît des EPIC qui sollicitent un cabinet privé, un cabinet comptable, et c'est lui qui fait la comptabilité, le trésorier principal s'occupant juste du mandatement. Est-ce qu'un EPCI peut-il avoir le 1er janvier 2017 des taxes de séjour perçues par les communes? Oui, sauf si délibération contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir transféré au niveau communautaire, sauf si il y a une délibération contraire de la part des communes qui percevaient déjà la taxe de séjour. Même en régie autonome, oui, Fabien, la représentation des sociopros est obligatoire. C'est l'article R133.9 du Code du tourisme qu'il faut vraiment mettre en avant devant les élus. R133.9, oui, c'est ça, Charlotte, du Code du tourisme qu'il faut vraiment mettre en avant devant l'ensemble des élus. Anne-Marie, où est-ce qu'on peut trouver l'invitation à la réunion de vendredi pour la transférer au DGS? Ben écoute, on va te l'envoyer. C'était sur la dernière, c'était sur une invitation qu'on a envoyée à la liste directeur Aquitaine, qui est une liste de diffusion pour les responsables d'office de tourisme et directeurs. Si tu ne fais pas partie de cette liste, je t'invite à nous envoyer un mail pour qu'on te rajoute dessus, ainsi que tous ceux qui ne seraient pas abonnés à cette adresse collective, qui est en fait une adresse, c'est directeur.aquitaine@googlegroup.com, qui peut être utilisée par tous les directeurs du réseau qui le souhaitent. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? Les communes peuvent continuer à collecter la taxe de séjour et la reverser soit à l'EPIC, oui, sauf ce que je te dis, Emmanuel, c'est avec la difficulté de est-ce qu'une commune va pouvoir reverser directement, refinancer un office de tourisme alors qu'ils n'ont plus la compétence. Ça, c'est encore un point sur lequel, comme souvent quand il y a des textes nouveaux, il y a une opposition entre les textes et donc on ne sait pas trop quoi dire. Et Emmanuel a posé la question, c'est très bien, mais quand tu auras la réponse du conseil juridique, tu nous la donneras. Le co-actionnariat entre communes et OPCI au sein d'un SPL sera encore possible après la loi NOTRe? Oui, ce sera encore possible dans le sens où une SPL ne s'occupera pas à 100% de tourisme. C'est-à-dire sur les compétences optionnelles, par exemple, imaginons qu'on ait une SPL qui va gérer un office de tourisme qui gérait des équipements communaux. Il est transféré au niveau communautaire. Donc évidemment, la compétence tourisme, accueil, information, promotion sera de niveau communautaire. Par contre, la gestion de l'équipement communal pourra être faite par la SPL pour le compte de la commune, parce que la SPL est actionnaire de la commune. Mais pourrait être fait aussi par l'office communautaire, par une convention entre la commune et l'office communautaire. Voilà. Et Emmanuel est en train d'écrire. Voilà. Donc, du coup, Emmanuel qui demande si on peut envoyer le PowerPoint en PDF. Tout à fait. On va pouvoir faire ça. Sur ce web séminaire qui est enregistré, Sophie, qui est aux manettes, va le mettre sur YouTube
Et très rapidement, ben, il sera en ligne sur le site de la MOPA. De toute façon, vous allez recevoir un mail dès qu'il sera en ligne. Avec, sur le site de la MOPA aussi, vous pourrez re-regarder ce PowerPoint et vous pourrez également le télécharger. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été clair et nous restons à votre disposition. Nous sommes en train de prévoir d'autres web séminaires, notamment on voudrait bien en faire un sur le transfert des charges. On cherche un intervenant. Donc si vous avez un intervenant autour du transfert des charges, ben, vous allez pouvoir directement nous l'envoyer. Je vous propose de remplir le petit questionnaire qui s'affiche ici, voilà, sur le web séminaire du jour. Vous avez quelques questions auxquelles vous pouvez répondre et ce qui va nous permettre de nous améliorer pour la prochaine fois. Et donc, vous pouvez taper les réponses ici et puis faire part d'un message quelconque. Je vous souhaite, et nous vous souhaitons avec Charlotte et Sophie, une excellente journée. Au revoir. Sujet d'actualité, puisque beaucoup d'offices de tourisme vont se transformer d'ici la fin de l'année, suite aux différents événements consécutifs à l'adoption de la loi. Je voudrais articuler mon propos en préalable autour de deux conditions qui permettent de mieux réussir, selon moi, sa structuration touristique. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur un peu un listing des différents statuts, même si je ne serai pas totalement exhaustif sur toutes les formes diverses et variées qui peuvent exister, mais je m'en tiendrai aux formes de statut principaux. Vous pourrez poser vos questions dans le module de conversation tout au long du web séminaire et à la fin de ce web séminaire, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, à ce moment-là, on essaiera d'y répondre un peu ultérieurement. Charlotte, qui suit également le web séminaire depuis la Charente-Maritime, elle, toujours de l'équipe de la MOPA, va pouvoir aussi répondre aux questions ou faire des recherches plus spécifiques si vous en avez. Donc, je vous disais deux conditions essentielles selon moi pour réussir sa structuration touristique. Un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu, mais pour moi, la première condition, c'est le jeu des 5 familles. C'est-à-dire que dans le tourisme, dans les offices de tourisme, pour qu'on s'accorde sur une structuration touristique, il y a 5 grands groupes de 5 grandes familles qui, d'après moi, doivent être cohérents parce qu'elles sont toutes concernées par l'évolution structurelle du tourisme. La première famille, ce sont les élus. Les élus, ils détiennent la clé de la décision. En général, ils cherchent le consensus, mais ils ont beaucoup d'autres dossiers en priorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les territoires qui sont en cours de structuration, on se rend compte qu'alors qu'on est à 7 mois de l'échéance du 1er janvier, on a beaucoup de territoires où les élus ne sont pas allés dans le détail sur la structure de l'office de tourisme, mais on a l'impression que c'est un dossier qui sera traité finalement à l'automne, et donc on ira très très vite pour le traiter. La deuxième famille, ce sont les administrateurs qui, que ce soit un conseil d'administration d'associations, il y en a un certain nombre dans le public, sont investis depuis pas mal d'années, et puis d'un coup, on se dit, tiens, on va passer à un EPIC, ou bien dans le cadre de l'office communautaire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc, même s'ils souhaitent l'évolution de leur structure, ils craignent de perdre du pouvoir, et ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont gagner s'il y a un regroupement.
La troisième famille, ce sont les salariés des offices de tourisme. Vous êtes tous et vos équipes sont toutes motivées, je pense, par la structuration, par le regroupement, passer des nouveaux challenges, ça peut être de nouvelles possibilités de travaux collectifs, mais ils se demandent souvent quelle sauce ils vont être mangés et ils souhaiteraient finalement être associés au processus de regroupement. Et puis, dans les salariés, on sent aussi de l'inquiétude. Parce que quand il n'y a pas d'information, il y a par définition de l'inquiétude. Mais d'un autre côté, pour que les managers donnent de l'information sur voilà, quel type de structure on va avoir demain, il faut que les managers aient eux-mêmes les informations. La quatrième famille, ce sont les techniciens de l'intercommunalité et qui sont totalement très importants parce que les techniciens de l'intercommunalité, ce sont eux, directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints, qui détiennent souvent la clé parce que c'est eux qui préparent les dossiers, qui préparent le dossier de fusion ou de structuration, comme ils préparent les autres dossiers de la nouvelle intercommunalité. Ces techniciens de l'intercommunalité ne savent pas forcément ce que font au jour le jour les offices de tourisme. Ils ne connaissent pas forcément la réalité au quotidien. Et puis les derniers, ce sont les prestataires touristiques. Les prestataires touristiques, ils se sentent souvent peu concernés par le regroupement des offices de tourisme ou par le nouveau mode de gestion. Pourquoi? Parce que pour eux, l'importance, c'est d'avoir un office de tourisme qui soit dynamique, qui soit performant et qui leur ramène du business. Mais malgré tout, s'ils ne sont pas présents dans le débat, on risque de les voir ressurgir au bout d'un an en disant ben oui, pendant un an, vous êtes occupé de votre structuration et de votre organisation et on ne vous a pas beaucoup vu sur le terrain. Donc, du coup, j'arrive pas à passer ma diapo, voilà. Pour réussir sa structuration touristique, il faut qu'on ait les 5 familles qui aillent un peu dans le même sens. Et puis, alors c'est pas du tout scientifique, mais j'ai remarqué qu'il fallait au moins qu'il y ait 3 familles qui soient d'accord, que ce soit par exemple les salariés, les élus et les techniciens d'interco, ou bien les administrateurs, les prestataires et les élus, qui soient sur la même longueur d'onde au niveau de toutes les étapes de la structuration et donc le statut, pour que ce soit quelque chose qui fonctionne. La deuxième condition, mais qui aujourd'hui est souvent battue en brèche parce qu'on est pressé par le temps, c'est que le statut de l'office de tourisme, c'est un moyen, c'est pas un but. Et qu'il faudrait construire un projet de développement avant de se poser la question, alors finalement, est-ce qu'on va faire un EPIC ou est-ce qu'on va faire une association? Malheureusement, on risque, dans cette période qui arrive, d'ici le 1er janvier prochain, de se retrouver dans des cas de figure où on décide du statut de façon extrêmement hâtée, extrêmement rapide, sans se préoccuper vraiment du projet de développement touristique. Rappelons qu'au 1er janvier 2017, la compétence tourisme sera communautaire. Donc ce sera vraiment la création d'offices de tourisme est déterminée dans la compétence. Donc quand la loi NOTRe dit promotion d'offices de tourisme, promotion du tourisme, donc création d'offices du tourisme, on entend les quatre fonctions insécables du tourisme: accueil, information, promotion et coordination des prestataires, ainsi que précisé dans le code du tourisme. Il faut différencier 2 notions concernant le tourisme, c'est le transfert et la délégation. La commune aura obligatoirement transféré sa compétence à la communauté de communes au 1er janvier 2017. Par contre, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération déléguera la compétence à l'office de tourisme et donc on ne sera pas dans une notion de transfert. Je ne transfère pas ma compétence de tourisme à l'office de tourisme, je délègue une compétence, notamment je délègue par exemple à l'office de tourisme associatif la compétence office de tourisme pour qu'elle l'exerce. Vraiment une différence sémantique mais qui est assez importante à faire. Qui c'est qui décide du statut de l'office de tourisme si on va vraiment dans le dur, si on va vraiment dans le détail? C'est le conseil communautaire qui va décider
du statut juridique et des modalités d'organisation de l'office de tourisme. Même dans le cas d'un office de tourisme distinct, tel que ça peut se faire avec des stations classées, ce sera malgré tout le conseil communautaire qui sera en première ligne parce que c'est lui qui va décider. Le Code du tourisme le prévoit dans son article 133.2. Qui c'est donc qui décide du statut de hôtel? Le même office de tourisme explique, le même article du Code du tourisme explique que par défaut, le statut de l'office de tourisme est le statut de l'EPIC, puisque l'article L133.2, dans sa suite, dit « Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L133.4 à L133.10 lui sont applicables. » Ce qui veut dire que le législateur, depuis ces dernières années, depuis la parution du Code du tourisme, a vraiment décidé que le statut par défaut était l'EPIC. Avec un rôle précis, accueil, information, promotion des touristes, ainsi que promotion touristique de la commune, en coordination avec le CDT ou le CRT, et il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Ça, tous les statuts d'office de tourisme juridique, tout office de tourisme aura au moins ça dans ses statuts. Et puis, il a, vous le savez, d'autres missions qui sont facultatives, je rappelle toujours cet article-là. Il peut être chargé par le conseil municipal de toute ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, exploitation d'installations touristiques, études, animation de loisirs, etc. Alors à partir de là, il faut regarder, et on va aller dans le vif du sujet, après cette légère introduction. Est-ce qu'on aura des offices de tourisme de droit public ou de droit privé? Et donc, je suis parti avec cette division où je vais parler en gestion intégrée, c'est-à-dire gestion publique, là où la collectivité a la main, de l'EPIC, des régies et des sociétés publiques locales. Et puis ensuite, je vais parler de la gestion déléguée, de l'association de la 1901 et de la société d'économie mixte locale, sachant, comme je le disais, il y a d'autres statuts d'office de tourisme, notamment les sociétés coopératives d'intérêt collectif, par exemple, que je n'ai pas abordées parce qu'aujourd'hui, elles sont quasiment inexistantes. Là, je prends les 4 statuts, les 5 statuts, EPIC, Régie, SPL, Association, SM, qui sont les plus fréquentes. Et nous saluons l'arrivée de Boilem de Sarlat, bonjour Boilem, qui vient de rejoindre le web séminaire. On attaque avec l'EPIC, que vous êtes nombreux à connaître, donc un établissement public industriel et commercial. Particularité, c'est que le statut est de droit public et l'activité est de droit privé. Particularité 2, c'est qu'il y a obligatoirement un directeur, ce qui n'est pas le cas dans tous les offices de tourisme, c'est loin de là. Par contre, le directeur, il a un contrat de 3 ans, qui est renouvelable une fois et qui, au bout de la deuxième fois, c'est-à-dire après 6 ans de contrat de directeur dans la même structure, on passe en contrat à durée indéterminée. C'est vraiment l'EPIC une volonté de garder une maîtrise publique sur les missions touristiques de la communauté de communes, puisque les élus sont majoritaires au comité de direction et que le budget, il est également voté par le conseil communautaire. Donc là-dessus, l'EPIC, on a vraiment cette volonté municipale d'être dessus. Ça vient d'ailleurs de l'histoire. Et c'est intéressant de se rappeler que l'EPIC est vraiment la forme historique statutaire des offices municipaux de tourisme. En 1964, les offices du tourisme étaient plutôt des syndicats d'initiative majoritairement, mais dans les stations classées, on a promulgué une loi concernant les stations classées et on y a défini la notion d'office municipal du tourisme, l'OMT. Ces offices du tourisme étaient obligatoirement des EPIC. Et d'ailleurs, beaucoup d'offices de tourisme de stations qui sont en EPIC sont historiquement issus de cette loi. Jusqu'en 2004, d'ailleurs, on ne pouvait pas faire d'EPIC en dehors des stations classées. C'était vraiment un outil municipal puisque les membres du comité de direction étaient nommés par le maire, le directeur était là pour 2 ans, reconduit de façon tacite, et donc et en plus son statut faisait qu'il était sur la liste fonctionnelle comme les emplois de cabinet. Donc vraiment l'EPIC au départ, on était sur un outil vraiment stratégique
pour des communes touristiques. En 1992, ben, c'est là que la loi Mouly préconise l'office de tourisme comme inscrit dans la loi, dans le marbre. C'est pour la première fois que la collectivité est reconnue comme l'outil qui crée l'office de tourisme, et c'est depuis là que l'office de tourisme est totalement officiel sur l'ensemble du territoire en dehors des stations classées. Mais majoritairement, en 1992, on dit c'est plutôt l'association, puisque la possibilité de création d'un EPIC reste limitée aux stations classées, aux communes du littoral. En 2004, la loi sur les responsabilités locales inverse la tendance, puisque dans l'esprit du législateur, et c'est le cas, l'office de tourisme est par défaut un EPIC, et donc aujourd'hui, par défaut, l'office de tourisme est un EPIC. Le directeur et le comptable d'un EPIC sont de droit public, le personnel est de droit privé. C'est vraiment une particularité. Quand on parle du comptable, c'est si on a un comptable appointé, très fréquemment, c'est directement le receveur qui fait office, le receveur local qui fait office de comptable. La fiscalité est privée, mais la comptabilité est publique. C'est là qu'on a cette fameuse comptabilité M4, une forme de comptabilité dérivée de la comptabilité M14 de la comptabilité des collectivités, mais une forme de comptabilité qui ne s'applique qu'aux EPIC. Et en plus, l'EPIC, il est obligatoirement consulté dès que sur le territoire, il y a un projet de développement touristique. Très important, l'EPIC perçoit directement la taxe de séjour, et donc on va y revenir, ça peut être un atout, mais dans le contexte actuel, des fois, ça peut être une difficulté pour les élus. Le budget et les comptes de l'EPIC sont soumis au conseil municipal ou communautaire, ce sera communautaire à partir du 1er janvier, et en plus, l'EPIC, il peut faire plein d'activités en plus de ses missions de base, on le voit, à Saint-Jean-de-Luz, il gère un restaurant, à Hendaye, une station de voile, à Saint-Palais, un camping, donc on a vraiment des formes d'activités diverses pour un EPIC. Il peut également déléguer l'accueil. Je connais peu de cas de figure, mais c'est dans les textes. L'accueil peut être délégué dans un bureau d'information touristique sur une collectivité locale. Donc, dans le cas des offices de tourisme distincts, la disposition pour laquelle l'EPIC perçoit directement la taxe de séjour pose question sur le circuit de cette taxe de séjour. Je vous explique mon raisonnement. Le cas de figure numéro 1, quand on a des stations classées sur le territoire, c'est que on a, imaginons, une communauté de communes, comme par exemple la communauté de communes Sud Pays Basque, qui a décidé qu'il y aurait un office de tourisme communautaire et un office de tourisme distinct en Hendaye. La taxe de séjour est communautaire, puisqu'elle a été tout transférée au niveau communautaire, aucune commune s'est opposée. La perception est communautaire, et donc, comme l'office de tourisme d'Hendaye distinct est un EPIC, il y aura un reversement de la part communale de la taxe de séjour au budget de l'office de tourisme distinct. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est la taxe de séjour reste communale. Imaginons que la commune d'Hendaye en question se soit opposée à ce qu'il y ait un transfert de la perception de la taxe de séjour au niveau global, puisqu'elle peut le faire. La perception est communale, et logiquement, il faudrait que la commune reverse la taxe de séjour au budget de l'EPIC, puisque un EPIC sur un territoire a directement dans ses comptes la taxe de séjour. La question qui se pose, c'est qu'il y a une contradiction de texte, puisque d'un côté, s'il y a perception de la taxe de séjour, c'est à verser au budget de l'EPIC, et d'un autre côté, une commune n'ayant plus la compétence tourisme, elle ne peut pas subventionner un office de tourisme, elle ne peut pas financer un office de tourisme. Et donc là-dessus, c'est un texte qui sera sans doute à préciser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans la réflexion sur les structures des offices de tourisme un certain nombre de territoires qui se détachent de l'EPIC pour mieux gérer, ou pour gérer plus facilement, ce problème de taxe de séjour. Et donc, ils prennent ils vont vers d'autres formes juridiques d'office de tourisme. Alors, les avantages de l'EPIC pour un office de tourisme. Un, c'est la maîtrise totale de la collectivité sur la gestion de l'office de tourisme. Ce qui peut être important pour les élus. Deuxièmement, c'est un statut qui est extrêmement adapté à la vie de l'office de tourisme, puisque c'est le statut par défaut. Donc, du coup, ça marche bien avec plein de métiers que nous avons. La compta est publique, certes, donc une certaine
certaines obligations, mais la gestion est privée, ce qui permet d'être dans le domaine concurrentiel. Les limites de l'EPIC, c'est que l'administration est complexe et qu'il y a de nombreux actes administratifs, une liste de prix à établir, une délégation à faire, etc., nécessite très souvent de délibérer au comité de direction et d'avoir des actes administratifs. Ce qui fait qu'on peut dire que l'EPIC n'est pas forcément adapté aux très petites structures et aux structures qui n'ont pas d'activité commerciale. Ce n'est pas forcément le plus intéressant par rapport à ça. Deuxième type de statut qu'on va regarder, ce sont les régies. Alors, les régies, on a en fait une entrée à 4, on a un tableau à 4 entrées. Ce que les régies peuvent gérer à la fois un SPIC, un service public industriel et commercial, et elles peuvent gérer un SPA, qui est un service public administratif. Et ensuite, les régies sont de formes différentes. On va commencer par les régies en SPIC, et ensuite on fera les régies en SPA. Les régies qui gèrent des services publics industriels et commerciaux. En fait, il s'agit à peu près d'un EPIC à quelques différences près. La différence fondamentale, c'est le contrat du directeur, qui n'est pas... il n'y a pas obligation que le directeur soit là pour 3 ans. Ça peut être un directeur dans une régie en SPIC qui gère d'autres choses par ailleurs. Ça peut être par exemple, le directeur peut être par exemple le DGS de la collectivité ou un DGA. Alors que dans l'EPIC, on a un directeur avec responsabilité, qui ordonne le budget, qui recrute le personnel, qui représente la structure. Donc là, c'est différent. Il y a dans le cadre de l'EPIC une indépendance hiérarchique de la collectivité pour le directeur et un contrat de 3 ans. Ça, c'est extrêmement important puisque même si souvent il y a une question, ça peut poser question, il y a vraiment une indépendance logique du directeur de l'office de tourisme. Dans une régie en SPIC, ça peut être un fonctionnaire. Et donc, du coup, il peut y avoir une dépendance hiérarchique avec le directeur général des services de la collectivité. Tout dépend de la forme de la région. EPIC, on l'a dit tout à l'heure, la taxe de séjour est obligatoirement versée au budget de l'EPIC, alors que dans le cas de la régie, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de reversement obligatoire de la taxe de séjour. La taxe de séjour fera partie de la subvention. Des régies qui gèrent le SPIC, par exemple, il y a l'Office du tourisme au cœur de bassin, dont Emmanuelle, la directrice, est présente sur ce website. En fait, il a été créé avant 2004, et donc à l'époque, on ne pouvait pas créer d'EPIC intercommunaux. Et puis, on a par exemple, où je me trouve, l'Office de tourisme d'Arcachon, qui gère des activités multiples, culture, congrès et tourisme. Voilà pour les régies qui gèrent un service public industriel et commercial. En gros, c'est la même chose qu'un EPIC avec la particularité qu'il n'y a pas l'indépendance et le contrat spécifique de directeur. Les régies qui gèrent un SPA, c'est-à-dire un service public administratif. Alors, qu'est-ce qu'un service public administratif pour être bien clair avec ça? C'est la forme prédominante de tous les services publics, sauf que lorsqu'il y a une activité de vente ou de production de biens ou d'une prestation de service. Donc, c'est-à-dire que si vous avez dans un office de tourisme une régie publicitaire, une boutique, à ce moment-là, on ne sera pas dans un service public administratif. Les seules ventes perçues, les seules ressources viennent de redevances perçues sur les usagers du service. Et donc, c'est que là-dessus, un service public administratif va pouvoir vendre, par exemple, faire de la billetterie pour des habitants locaux, sans prendre de marge, vendre des cartes postales, puisque à prix coûtant, c'est quasiment un service rendu aux usagers. Par contre, on n'est pas sur un modèle économique où on cherche à gagner de l'argent. Et puis, on voit qu'on n'est plus un service public administratif lorsqu'on a une organisation qui est proche de celle d'une entreprise de droit privé. Et là, on penchera pour le SPIC. Donc, en quoi est utile une régie qui gère un service public administratif? C'est uniquement utile si l'office de tourisme n'a pas d'activité commerciale et gère juste le service public. Mais malgré tout, il y a un point extrêmement important à voir, c'est que dans une régie qui gère un service public administratif, le personnel est de droit public.
Personnel de droit public dit qu'il peut être très vite CDI de droit public ou voire passer les concours et être titulaire. Donc le jour où la régie en service public administratif va vouloir se développer et commencer à vendre des produits, à faire du business, ça va être difficile de retransférer le personnel pour qu'il redevienne de droit privé. En plus, on est sur une convention, on n'est pas sur la convention collective des organismes de tourisme, donc du coup, on est sur une culture un peu différente au niveau du personnel. La comptabilité publique, et il n'y a pas d'autofinancement dans un service public administratif si c'est de la vente destinée à apporter un service à l'usager. Je reprends toujours mon exemple de carte postale. On peut toujours vendre une carte postale à un usager, mais on n'est pas là pour faire du bénéfice. Question, une fois qu'on a vu les deux types de services qui peuvent être gérés par une régie, on va s'intéresser au type de régie. C'est-à-dire, il y a une différence, et c'est là les entrées multiples, entre le type de régie et ce qu'elle gère. On a trois types de régie, la régie simple, la régie autonome et la régie personnalisée. La régie simple, c'est en fait lorsque l'office de tourisme est un service de la collectivité. C'est le cas, par exemple, dans un certain nombre d'offices de tourisme aujourd'hui, comme le pays des Bastides. C'est un budget annexe uniquement si on gère un service public industriel et commercial. C'est le conseil communautaire qui prend toute décision. Donc, il n'y a pas d'organe délibérant. Donc, on ne peut pas associer les professionnels. Et donc, logiquement, une régie simple ne pourrait pas obtenir le classement office de tourisme dans le sens où il n'y a pas d'organe délibérant, où les acteurs du tourisme représentant les activités du territoire seraient représentés. Donc, logiquement, la régie simple ne correspond pas vraiment à l'avis de l'office de tourisme. La forme majoritaire que l'on voit, c'est la régie autonome. La régie autonome, elle est dotée d'une simple autonomie financière, c'est-à-dire qu'on a un budget propre qui est différent de celui de la collectivité et qui est consolidé. Malgré tout, elle est votée, le budget est voté aussi par le conseil communautaire, mais il existe en plus un organe délibérant qui est le conseil d'exploitation dans le cas où la régie gère un service public administratif ou un conseil d'administration, dans le cas où la régie gère un service public industriel et commercial. La régie autonome est la forme la plus courante dans les régies gérant un service public administratif. Et enfin, mais on en a beaucoup moins, c'est la régie personnalisée qui dispose, elle, de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Elle a un budget propre et peut, par exemple, acter en justice. Elle peut être propriétaire de son bâtiment. Il y a un conseil d'administration. Alors, quel intérêt d'avoir une régie qui est un établissement public et administratif qui a la personnalité morale? On peut se poser la question. Dans le cadre d'une régie en SPIC, si elle a la personnalité morale, de façon générale, on est passé à l'établissement public industriel et commercial et donc à l'EPIC. Donc, ce qui est le plus courant, ce sont malgré tout les régies autonomes qui gèrent des spas. C'est ce qu'on retrouve de plus courant dans le réseau. Voilà pour la régie. Troisième cas de figure, alors quel avantage de la régie? Elle est adoptée en fonctionnement de service public pour les régies qui gèrent un spa. Elle permet d'éviter le reversement automatique de la taxe de séjour pour les régies en SPIC. Les limites de la régie, le personnel est de droit public. Ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas un farouche partisan. Je pense que le statut, le manque de possibilités de formation continue sont peu adaptés à la réalité des offices de tourisme aujourd'hui, sont peu adaptés à l'évolution de nos métiers. On va changer encore 10 fois de... Quelqu'un qui rentre dans un office de tourisme aujourd'hui, il va pouvoir changer près d'une dizaine de fois de métier jusqu'à ce qu'il arrête de travailler. Donc, quand on a un statut de la fonction publique territoriale, on n'est pas vraiment dans cette culture. Il y a une certaine complexité administrative, et pour les régies en SPIC, on est quand même sur une pâle copie de l'EPIC. Il faut vraiment avoir un argument particulier pour pouvoir, pour directement aller sur le SPIC plutôt que sur l'EPIC. Je bois un peu. Merci. Donc, troisième forme juridique, la société publique locale.
Donc, les SPL sont pas vieilles, puis ça date de 2010. C'est des sociétés de type société anonyme, mais dont le capital est détenu à 100% par les collectivités. Ce qui est quelque chose de vraiment nouveau et qui est une bonne adaptation du droit européen parce que les autres pays de l'Union européenne ne se gênent pas du tout pour avoir des entreprises publiques qui ont donc un capital géré par les collectivités. Elle a des avantages, la société publique locale, parce qu'elle permet par exemple d'associer des collectivités de niveau territorial différents. Une communauté de communes plus une commune par exemple. À Brive, l'office de tourisme est en société publique locale, enfin une partie de l'office de tourisme, qui a permis d'associer la commune pour le festival, qui est géré par l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde, et la communauté d'agglomération qui a la compétence tourisme. Et donc on peut avoir ces exemples-là, c'est la même chose d'un voyage à Nantes où la ville de Nantes est actionnaire de la SPL. Elle permet aussi la relation in-house. Vous remarquerez l'accent. Qu'est-ce que la relation in-house? C'est une relation qui est définie entre la collectivité et la SPL et qui permet une absence de mise en concurrence. Logiquement, pour gérer le Palais des Congrès, la collectivité doit faire un appel d'offres pour une mise en concurrence. Si elle dispose d'une SPL, la relation in-house, qui est là aussi sortie du droit européen, permet que ça reste dans la maison, c'est-à-dire que ce soit géré par une entreprise dépendante de la collectivité. Mais malgré tout, dans une SPL, il y a une maîtrise totale de la gestion de l'office de tourisme. Les limites de la SPL, c'est que les SPL sont assujettis à l'impôt sur les sociétés et leurs dépenses et recettes, les subventions donc à la TVA, et les SPL sont également redevables de la contribution économique territoriale. Donc du coup, une SPL qui n'aurait pas vraiment une part très importante d'activité commerciale aurait peu d'intérêt à ce statut, notamment parce que les subventions seraient directement fiscalisées. La question aussi se pose dans la SPL sur la représentation des professionnels, puisque dans une SPL, il y a un conseil d'administration qui est au démarrage composé uniquement des actionnaires. Les actionnaires d'une société publique locale sont uniquement les collectivités. Donc, on ne voyait pas la représentation des professionnels. Les premiers offices de tourisme en société publique locale ont donc créé des conseils consultatifs un peu à l'écart du conseil d'administration dans lequel ils intégraient les professionnels. Et puis, en août dernier, le 8 août 2015, l'article R133-19 a été complété d'un article R133-19.1 dans le Code du tourisme, article que vous connaissez tous par cœur, qui dit que par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une SPL, dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs. Donc, lorsqu'on fait une SPL, on peut intégrer des professionnels, ou bien au sein du directoire, du conseil d'administration, donc avec voix délibérative, ou bien alors dans un comité technique qui est joint, qui travaille à côté du directoire. La seule différence, c'est que des juristes pensent que si les administrateurs représentant les professionnels siègent au sein du directoire, cela peut remettre en question la relation in-house, notamment le fait qu'on puisse confier à la SPL de la gestion de l'équipement sans passer par un appel d'offres public. Voilà la seule différence. Mais donc maintenant, les professionnels sont bien représentés au sein de la SPL. Alors, pas mal de sociétés publiques locales, il y en a pas mal qui se créent. L'office de tourisme de l'île de Ré dernièrement, l'office de tourisme de Tours qui a été un des premiers. Je parlais de Brive-la-Gaillarde, mais également du Voyage à Nantes qui est une grosse SPL. J'ai vu qu'à Nîmes, l'office de tourisme rejoignait une SPL plus large. La tendance, c'est vraiment d'avoir des sociétés publiques locales qui ne s'occupent pas forcément uniquement à 100% de l'office de tourisme, mais ont un panel d'activités vraiment beaucoup, beaucoup plus large. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les SPL, qui est encore un statut nouveau.
les SPL, comme les SEM, ont une fédération extrêmement dynamique, où se retrouvent d'ailleurs les offices de tourisme constitués en SPL. Et ce sont des organismes qui sont vraiment beaucoup plus tournés vers l'entrepreneuriat actuellement et qui se développent pas mal au niveau national. Voilà pour les offices de tourisme de forme publique. Si on parle des formes juridiques des offices de tourisme privés, j'en aurai deux. La première, c'est l'association de 1901 et la deuxième, c'est la société d'économie mixte. L'association de 1901, on le connaît puisqu'on a pour nous 60% des offices de tourisme qui sont associatifs, 75% au niveau national. C'est vraiment un choix clair de gestion déléguée. Mais attention, les élus doivent respecter l'autonomie financière de la collectivité, de l'autonomie juridique de l'association pour ne pas être soumis, pour ne pas être qualifié de gestion transparente. Alors, qu'est-ce que la gestion transparente? C'est le fait qu'une collectivité confie à un organisme tiers la gestion d'un service ou d'un équipement et qu'en même temps, elle a un contrôle sur cet organisme tiers. Quel contrôle le juge examine, quel point il examine prioritairement? Ils sont au nombre de 3 en termes de contrôle de la collectivité sur l'association. Le premier, c'est le fait qu'il y a une maîtrise des décisions, c'est-à-dire que dans l'exécutif de l'association siègent des élus de la collectivité qui financent principalement. En gros, si le président et le maire, le président de l'association et le président de la communauté de communes, ça peut poser un problème. Le deuxième aspect qui est regardé, c'est si majoritairement les financements viennent de la collectivité. Et le troisième point vient du fait de savoir s'il y a un lien hiérarchique entre le personnel, entre la collectivité et le personnel qui travaille dans l'association. C'est notamment le cas lorsque le personnel mis à disposition est mis à disposition de la collectivité. Si ces trois cas de figure sont regroupés, à ce moment-là, on est dans une association transparente qui peut être requalifiée par le juge. Mais s'il n'y a qu'un élément ou deux qui sont retenus, il y a des remarques très fréquemment, malgré tout, de la Cour des comptes. Donc ça veut dire qu'il faut être très attentif à ça. Et il y a un cas particulier pour les comités départementaux du tourisme, Boilem, je vois que tu poses la question, c'est que les comités départementaux du tourisme sont inscrits dans le Code du tourisme comme une association satellite du conseil départemental, donc pouvant être présidés, financés, avec du personnel mis à disposition par le département. Et là-dessus, on ne parle pas de transparence puisque c'est prévu dans la loi. Par contre, ce n'est pas prévu du tout pour les offices de tourisme. Bien noter que la relation entre la collectivité locale et l'association doit être très transparente également, doit être très calée. En 2014, il y a une nouvelle loi qui est parue, la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui clarifie un certain nombre de choses dans la relation entre la collectivité et les associations. Il faut notamment que chaque association, qu'on bénéficie d'une convention cadre qui définit les grandes orientations de la collectivité pour l'exécution des missions touristiques, fixe les caractéristiques du service. Cette convention, logiquement, elle doit être rédigée par la collectivité. La grande question qui se pose fréquemment, c'est que, comme c'est l'office de tourisme qui a le savoir-faire, la collectivité demande à l'office de tourisme de proposer une convention. On peut s'en offusquer. Pour moi, je trouve que c'est finalement assez intéressant pour l'office de tourisme qui va pouvoir, disons, suggérer à la collectivité la politique qui va être mise en œuvre. Cette convention est extrêmement importante parce qu'elle fixe vraiment un cadre précis et elle est complétée par une convention annuelle qui est une convention de moyens qui est élaborée chaque année et qui va parler des moyens octroyés mais également des actions qui vont être mises en place par l'office de tourisme chaque année. Voilà. Ça, c'est la convention de moyens. Pourquoi une association pour un office de tourisme? Alors, l'adaptation de la gouvernance peut
est extrêmement facile et elle peut être adaptée au projet de l'office de tourisme. Euh, on peut dire que si on veut que ce soit plutôt les équipements culturels qui soient représentés ou les commerçants, c'est possible. Il y a une souplesse de fonctionnement également dans l'association, mais qui garantit une gestion rigoureuse. Si on se donne les moyens de cette gestion rigoureuse, on a des commissaires aux comptes, on a des obligations qui sont les mêmes que pour la gestion publique. Donc, si l'association s'en donne les moyens, il y a des gestions totalement rigoureuses avec un fonctionnement assez souple. Et puis, pour les offices de tourisme distincts, dans le cadre des stations classées, ça peut être une possibilité de meilleure représentation communale. Prenons un exemple, l'office de tourisme de Bayonne demain veut rester distinct, il est en association aujourd'hui. Donc, du coup, les représentants élus au bureau, au conseil d'administration de l'association seront des représentants de la communauté d'agglomération, de l'établissement public de coopération intercommunale. Par contre, on peut imaginer que dans un autre collège, on ait des représentants de la commune qui siègent au titre de l'intérêt local ou au titre de la représentation de l'offre locale. Donc, ça permet de rééquilibrer la représentation des élus. Ces élus communaux qui siégeraient au conseil d'administration ne seraient pas concernés par la gestion dite transparente, dans le sens où la commune ne financerait plus directement l'office de tourisme. Donc, du coup, ça peut être une combine, mais disons un moyen de s'assurer d'une représentation commune. La principale limite que je vois à l'association et qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est quand l'indépendance de l'association est mal vécue par la collectivité. Vous avez des offices de tourisme qui marchent superbement et puis d'un coup, un DGS, un nouvel élu, une nouvelle équipe municipale disent ouais, mais on ne contrôle pas. La directrice ou le directeur, ils sont trop indépendants, le président, il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, du coup, ben, s'il y a une perte de confiance, ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile et on peut se retrouver très vite à un changement de statut. Donc, c'est la limite de l'association parce que c'est justement une gestion déléguée et que ce n'est pas directement une gestion directe comme on pourrait avoir dans une forme publique. Enfin, la société d'économie mixte qui associe des collectivités publiques et une ou plusieurs personnes privées, il faut que les actionnaires privés détiennent au moins 15% du capital, mais détiennent moins de 50%, 51% au minimum pour les collectivités publiques et 15% minimum pour les actionnaires privés. En général, les actionnaires privés sont des banques, sont des prestataires touristiques, des lieux de visite, des grands comptes. Le représentant de l'État a vu sur l'ensemble des délibérations et des comptes, qui peut saisir la Chambre régionale des comptes. Donc, du coup, on est à la fois dans un système de société anonyme, mais qui est extrêmement contrôlé. La comptabilité est une comptabilité privée, le personnel est un personnel de droit privé. Dans quel cas c'est intéressant d'avoir une société d'économie mixte locale? C'est notamment quand l'office de tourisme est gestionnaire d'équipements. Parce que ça peut permettre d'avoir un capital pour gérer et puis développer ces équipements. C'est en général uniquement dans ces cas-là qu'on a créé des sociétés d'économie mixte. Les avantages, une gestion totalement privée, un capital qui permet le développement de nouvelles activités, ça c'est important. Les limites, c'est que c'est uniquement adapté à un office qui gère des équipements ou qui conduit des actions d'investissement. Sinon, c'est surdimensionné pour uniquement les activités de service d'un office de tourisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve en région LPC avec uniquement 3% de SEM parce que, évidemment, ce n'est pas l'outil le plus adéquat et donc, par définition, le plus répandu. Donc, du coup, si on fait, j'espère que vous voyez à peu près, si on fait un résumé, d'abord pour les offices de tourisme de droit public, donc EPIC, Régie ou SPL, la fiscalité, elle sera privée dans le cadre d'un EPIC, dans le cadre d'un SPIC et dans le cadre d'une société publique locale, hein, donc où on aura vraiment une société, une comptabilité, une fiscalité privée. L'organe délibérant, ce sera le comité de direction avec des élus majoritaires pour un EPIC, un conseil d'administration, un conseil d'exploitation dans les régies avec des élus majoritaires, et puis pour la SPL, ce seront 100% d'élus.
Le représentant légal va être le directeur pour l'EPIC, la région SPIC. Ce sera le président pour la région SPA et ce sera le président, directeur général ou le directeur pour la SPL. L'ordonnateur, même chose, directeur dans le cadre de l'EPIC et du SPIC ou bien dans le cadre de la SPL, mais par contre, dans le cadre d'une région SPA, ce sont les présidents. Le comptable, c'est le trésorier principal dès qu'on est public, et puis en SPL, c'est le président ou le directeur. Qui c'est qui recrute le personnel? C'est le directeur, et là il y a le directeur, et dans le cadre d'une SPA, c'est le directeur, mais après avis du président. Et dans le cadre d'une SPL, c'est le président ou le directeur. Il n'y a que dans le cadre de l'EPIC où la taxe de séjour est affectée directement au budget de l'Office de tourisme. Dans le cas des gestions déléguées, l'association, la fiscalité est privée pour une association privée pour une société d'économie mixte, un conseil d'administration avec des élus minoritaires pour une association majoritaire pour une SEM, le représentant légal et le président dans l'association, c'est le directeur dans une SEM, le service comptable de la structure est comptable, le personnel est recruté par le président dans une association et par le directeur dans une SEM, et enfin, la taxe de séjour n'est pas affectée directement au budget. Je vous remercie de votre attention pendant ces 45 minutes de présentation. J'espère que j'ai été clair. Je vais aller regarder les questions que vous avez posées, mais qui ont déjà été peut-être répondues. Alors, du coup, oui, puisque Charlotte a bien travaillé pendant ce temps. Emmanuel qui demandait: une communauté de communes peut-elle percevoir la taxe de séjour en plein lieu de quelques communes et non sur tout le territoire? Donc la réponse est le PCI qui désire d'instaurer la TS l'aperçoit par défaut sur le territoire des communes où la taxe n'est pas déjà instaurée et si les communes ne produisent pas de délibération contraire à la perception de la taxe par le PCI. Il ne peut en revanche pas y avoir de zone blanche si la taxe est perçue par le PCI, soit elle est perçue par la commune, on ne peut pas diviser territorialement la perception. Pauline qui disait, question du directeur d'EPIC, il y a eu plusieurs cas récemment de directeurs qui ont pu obtenir le CDI. Il me semblait que la collectivité du futur directeur avait la possibilité de délibérer avant la création de l'EPIC pour le nommer en CDI. Est-ce vraiment possible? Alors là-dessus, pas de réponse possible, pas de réponse à mon sens. Oui, je me rappelle maintenant. Dans les cas de transfert de personnel, en fait, on ne délibère pas, c'est-à-dire que lorsqu'on a un directeur d'association qui devient directeur d'EPIC, il y a un certain nombre de cas, il y a des juristes qui pensent qu'on peut faire un passage en CDI direct à ce niveau-là, et que donc il peut y avoir directement un CDI. Ces premières initiatives qui ont été prises, c'est-à-dire d'avoir une suite de contrats, n'ont pas été encore confirmées par les tribunaux, mais semblent logiques puisque pour les autres, maintenant que le CDI est possible pour les directeurs d'EPIC, on rejoint la loi nationale et donc pour moi c'est quelque chose qui va être possible. Joël qui demandait si le PCI décide de créer un EPIC, donc si la communauté d'agglomération de communes décide de créer un EPIC et que des communes se sont déjà opposées à la perception de la TS par le PCI, est-ce que l'EPIC, qui a sa fiscalité propre, prend le pas sur cette décision de commune? Ben non. Dans le cas d'un EPIC, l'ensemble des communes membres du groupement doit alors reverser l'intégralité des produits de TS à cet EPIC, sauf que dans le cadre de la loi NOTRe, on a un petit problème de texte, puisque ce que j'expliquais, Joël, c'est que si la taxe elle est perçue au niveau communautaire, à ce moment-là, on va prendre la part de Seignos et on va la reverser à l'office de tourisme distinct de Seignos. Si la commune de Seignos est opposée à ce qu'on transfère à la perception et que l'office de tourisme de Seignos est un office de tourisme distinct à un EPIC, se pose le problème qui n'a pas été encore résolu, mais qui sera résolu, c'est comment la commune de Seignos peut reverser au budget de l'office de tourisme en EPIC de Seignos cette taxe de séjour, dans le sens où, n'ayant plus la compétence tourisme, la commune de Seignos ne pourrait plus financer des actions touristiques. Boilem, une régie simple ne peut pas en droit être notée, mais dans les faits,
Il existe de nombreux cas. N'y a-t-il pas la matière pour le relais territorial à travailler avec les services de contrôle de l'égalité des préfectures et sous-préfectures? Tout à fait. C'est le cas notamment en Dordogne, parce qu'on a énormément en Dordogne de régies qui n'ont pas d'organes délibérants où sont représentés ou seraient représentés les professionnels. Et aujourd'hui, dans la forme même de l'office de tourisme, ça pose un problème. Je pense que ce sera un travail à faire après le 1er janvier, une fois qu'on aura eu cette période de structuration, de manière à ce qu'on puisse mobiliser un peu plus des services préfectoraux et les élus aussi autour de cette problématique. Une des difficultés fréquentes, c'est que les collectivités ne consultent pas leurs OT ni les RT pour faire le choix comment changer la donne. Alors, plusieurs possibilités. Il y a une réunion vendredi organisée par le G12 à laquelle nous participons, Boilem et moi-même, pour parler de l'impact de la loi NOTRe sur le tourisme et dire au DGS, ben, écoutez, vous avez intérêt à travailler en binôme parce que si vous vous privez de la compétence technique des directeurs d'office de tourisme, vous risquez d'aller dans le mur ou de faire des bêtises. Et puis c'est aussi de beaucoup, pour moi par exemple, avec des collègues au Pays Basque, on a travaillé sur une note à communiquer aux élus, une note technique pour dire, ben voilà, vous faites le choix que vous voulez, mais nous, on peut vous dire les conséquences qu'auront tel ou tel choix. Je crois que l'idée, c'est vraiment d'apporter à l'élu, non pas, voilà comment nous, on aimerait que ce soit fait, mais si vous faites un EPIC, voilà la conséquence, une association, voilà la conséquence, une SPL, voilà la compétence. Est-ce qu'on peut déléguer une seule compétence accueil, infopromotion en service public, c'est ça, un service public, et commercialiser en asso? C'est compliqué parce que la commercialisation des produits touristiques est une compétence déléguée de façon optionnelle par la collectivité. Alors, elle peut bien être déléguée à une association, mais à ce moment-là, il faudra voir en quoi cette association est reconnue organisme local de tourisme, alors qu'il y a un office de tourisme à côté. Ça ne me semble pas impossible, mais pas logique en tout cas. Sur quel point les directeurs d'EPIC doivent se référer au comité de direction? Dans un EPIC, le trésorier principal est-il obligé d'assurer la comptabilité? Donc les directeurs d'EPIC passent par le comité de direction pour tout ce qui ne relève pas directement de la responsabilité, c'est-à-dire en dehors du recrutement, du fait d'ordonner le budget. Donc ils s'en réfèrent pour voter le budget, pour voter un certain nombre de délibérations. Sur le trésorier principal, non, c'est pas le trésorier principal qui est obligé d'assurer la comptabilité. On connaît des EPIC qui sollicitent un cabinet privé, un cabinet comptable, et c'est lui qui fait la comptabilité, le trésorier principal s'occupant juste du mandatement. Est-ce qu'un EPCI peut-il avoir le 1er janvier 2017 des taxes de séjour perçues par les communes? Oui, sauf si délibération contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir transféré au niveau communautaire, sauf si il y a une délibération contraire de la part des communes qui percevaient déjà la taxe de séjour. Même en régie autonome, oui, Fabien, la représentation des sociopros est obligatoire. C'est l'article R133.9 du Code du tourisme qu'il faut vraiment mettre en avant devant les élus. R133.9, oui, c'est ça, Charlotte, du Code du tourisme qu'il faut vraiment mettre en avant devant l'ensemble des élus. Anne-Marie, où est-ce qu'on peut trouver l'invitation à la réunion de vendredi pour la transférer au DGS? Ben écoute, on va te l'envoyer. C'était sur la dernière, c'était sur une invitation qu'on a envoyée à la liste directeur Aquitaine, qui est une liste de diffusion pour les responsables d'office de tourisme et directeurs. Si tu ne fais pas partie de cette liste, je t'invite à nous envoyer un mail pour qu'on te rajoute dessus, ainsi que tous ceux qui ne seraient pas abonnés à cette adresse collective, qui est en fait une adresse, c'est directeur.aquitaine@googlegroup.com, qui peut être utilisée par tous les directeurs du réseau qui le souhaitent. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions?
les communes peuvent continuer à collecter la taxe de séjour et la reverser soit les PIC, oui, sauf ce que je te dis, Emmanuel, c'est avec la difficulté de est-ce qu'une commune va pouvoir reverser directement, refinancer un office de tourisme alors qu'ils n'ont plus la compétence. Ça, c'est encore un point sur lesquels, comme souvent quand il y a des textes nouveaux, il y a une opposition entre les textes et donc on ne sait pas trop quoi dire. Et Emmanuel a posé la question, c'est très bien, mais quand tu auras la réponse du conseil juridique, tu nous la donneras. Le co-actionnariat entre communes et OPCI au sein d'un SPL sera encore possible après la loi NOTRe? Oui, ce sera encore possible dans le sens où une SPL ne s'occupera pas à 100% de tourisme. C'est-à-dire sur les compétences optionnelles, par exemple, imaginons qu'on ait une SPL qui va gérer un office de tourisme qui gérait des équipements communaux. Il est transféré au niveau communautaire. Donc évidemment, la compétence tourisme, accueil, information, promotion sera de niveau communautaire. Par contre, la gestion de l'équipement communal pourra être faite par la SPL pour le compte de la commune, parce que la SPL est actionnaire de la commune. Mais pourrait être fait aussi par l'office communautaire, par une convention entre la commune et l'office communautaire. Voilà. Et Emmanuel est en train d'écrire. Voilà, donc du coup, Emmanuel qui demande si on peut envoyer le PowerPoint en PDF, tout à fait. On va pouvoir faire ça. Sur ce web séminaire qui est enregistré, Sophie, qui est aux manettes, va le mettre sur YouTube et très rapidement, il sera en ligne sur le site de la MOPA. De toute façon, vous allez recevoir un mail dès qu'il sera en ligne. Avec, sur le site de la MOPA aussi, vous pourrez re-regarder ce PowerPoint et vous pourrez également le télécharger. Je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été clair et nous restons à votre disposition. Nous sommes en train de prévoir d'autres web séminaires, notamment on voudrait bien en faire un sur le transfert des charges, on cherche un intervenant. Donc si vous avez un intervenant autour du transfert des charges, vous allez pouvoir directement nous l'envoyer. Je vous propose de remplir le petit questionnaire qui s'affiche ici, voilà, sur le web séminaire du jour. Vous avez quelques questions auxquelles vous pouvez répondre et ce qui va nous permettre de nous améliorer pour la prochaine fois. Et donc,